Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Retour en Israël de Benjamin Netanyahou face à l'opposition des colons et de l'aile droite de sa coalition. L'heure est aux explications après l'accord signé vendredi à Washington. La nouvelle politique nucléaire allemande qui veut rompre à terme avec cette source d'énergie amène les Français à réfléchir sur l'alternative au tout nucléaire. L'événement scientifique de la semaine à venir, le départ dans l'espace de John Glenn à 77 ans, une mission hautement médiatique qui suscite aux États-Unis une certaine controverse. Cinéma avec la sortie mercredi prochain du film de Théo Angelopoulos, L'éternité un jour, Palme d'Or à Cannes, une méditation sur la mort et sur l'amour. Au Proche-Orient, l'impulsion donnée par l'accord de White Plantation sera-t-elle suffisante pour venir à bout des extrémistes? Cet après-midi à Tel Aviv, retour sous haute surveillance de Benjamin Netanyahou qui devra maintenant expliquer et justifier le prochain retrait israélien de Cisjordanie. Philippe Rochaud. Scène de violence ce soir à Jérusalem entre la police et les religieux qui remettent en cause les accords de White Plantation quelques heures après le retour de Netanyahou sur le sol israélien. Le Premier ministre avait été pourtant accueilli en grande pompe dans l'après-midi. Il aurait bien voulu revenir avec à ses côtés l'espion Jonathan Pollard qu'il voulait faire libérer de sa prison aux États-Unis, mais l'opération a échoué. Netanyahou a dû se justifier sur la signature des accords. Oui, c'est un bon texte. Non, l'État palestinien ne devra jamais être proclamé. Il espère obtenir la confiance du Parlement et de l'opinion qui approuvent ces accords à 74%. En revanche, les colons de Cisjordanie n'ont pas attendu le retour de Netanyahou pour manifester leur colère. Le Shabbat était à peine terminé que déjà ils bloquaient les routes. Ils refusent que l'on donne à l'autorité palestinienne ses 13% supplémentaires de souveraineté en Cisjordanie, comme prévu par les accords. Les Juifs n'ont pas survécu à 3000 ans d'histoire avec des valeurs de prostitution, dit cet homme, qui redoute, comme les 150 000 colons de Cisjordanie, de devoir un jour évacuer la région. Alors il multiplie les gestes de provocation, comme ici en lançant les travaux de la colonie d'Aroma, un acte désormais interdit par les accords de White Plantation qui gèlent la construction de toute nouvelle colonie. Dès ce matin, Netanyahou a pris des mesures de détente en faveur des Palestiniens, en autorisant plus de 20 000 ouvriers supplémentaires à venir travailler en Israël. De son côté, Arafat, qui fait la tournée des capitales arabes pour convaincre les dirigeants des bienfaits de l'accord de White Plantation, Arafat a fait arrêter 2 chefs du mouvement Hamas qui appelaient à continuer la lutte armée contre Israël. Après 19 mois d'impasse, le processus de paix tant voulu par Yitzhak Rabin reprend ses droits. Aujourd'hui, sa veuve, Léa Rabin, ne peut être que satisfaite des accords de Washington, même si elle continue de rendre responsable de l'assassinat de son mari, la droite israélienne, et le premier d'entre eux, Benjamin Netanyahou. Reportage Jean-Marc Illouz. Elle vit toujours sous haute protection, comme hier soir lors de l'inauguration d'une suite présidentielle Yitzhak Rabin dans un grand hôtel de Jérusalem. Yitzhak, c'était l'homme qu'elle aimait. L'homme qui paya de sa vie d'avoir, devant l'histoire, été le premier Premier ministre israélien à avoir serré la main de Yasser Arafat. Je suis tellement touchée et tellement honorée chaque fois que quelqu'un veut faire revivre le souvenir d'Yitzhak. Un souvenir toujours vivace chaque vendredi square Rabin à Tel Aviv, à l'endroit même où le Premier ministre travailliste tomba sous les balles d'un juif extrémiste. Léa Rabin avait accusé Benjamin Netanyahou d'être complice d'une campagne de haine contre son mari. C'est triste que Rabin ait été assassiné. S'il était vivant, on aurait déjà la paix. Le paradoxe, c'est qu'à droite, Netanyahou fait exactement ce que devait faire Rabin. Mais la différence, c'est qu'on n'a pas confiance en Netanyahou. Rabin Netanyahou, cette réconciliation-là n'était pas au rendez-vous vendredi soir à Washington. Arafat et le roi Hussein évoquèrent le rôle d'Yitzhak Rabin. La presse israélienne souligna le silence de Benjamin Netanyahou, un silence qui n'a pas surpris Léa Rabin. Certains essayent en permanence de dresser les gens contre l'ancien gouvernement.
contre l'ancien Premier ministre. Et je ne vois pas comment, avec tout ce qui s'est passé, je pourrais un jour me réconcilier avec eux. Vendredi dernier, square Rabin, au premier frémissement du nouvel accord, ils étaient venus plus nombreux que d'habitude. Ce jour-là, Léa était là. Israël doit célébrer dès la semaine prochaine le 3e anniversaire de la mort d'Yitzhak Rabin. À Santiago du Chili, nouvelle manifestation réclamant la libération de Pinochet. Quelques 15 000 personnes, à l'appel d'organisations de droite, ont tenté de se diriger vers les ambassades de Grande-Bretagne et d'Espagne. Violents incidents au moment de la dispersion. La police a fait usage de canons à eau. Et puis les anti-Pinochet sont également descendus dans la rue, dans le centre de Santiago. Ils étaient près de 10 000 à célébrer une nouvelle fois l'arrestation de l'ancien dictateur. Pas d'incident lors de cette manifestation. Aujourd'hui, les Basques espagnols se sont rendus aux urnes pour élire leur parlement. Les bureaux de vote viennent de fermer. Forte mobilisation pour cette élection régionale marquée par la trêve de l'ETA. Plus de 52% de participation en fin d'après-midi, soit 9 points et demi de plus qu'en 1994. Donné favori par tous les sondages, le Parti nationaliste basque devrait se maintenir au pouvoir. Le scrutin est considéré sur place comme une sorte de référendum sur l'autodétermination. En Autriche, fin du sommet informel des 15. Cohabitation oblige, Jacques Chirac et Lionel Jospin ont tour à tour pris la parole. Un sommet marqué par l'arrivée de deux nouveaux leaders de gauche, l'allemand Gerhard Schröder et l'italien Massimo D'Alema. Cette nouvelle donne devrait modifier les priorités économiques et sociales. Christian Marimonneau. Ce matin, les 15 ont tous embarqué sous pavillon autrichien. Pas de risque de mutinerie. Le consensus européen est réel. Ce type de réunion informelle s'y prête parfaitement. Le ton est donné, il faut aller de l'avant dans la bonne humeur. D'accord pour renforcer la capacité militaire européenne, en coordination avec l'OTAN. D'accord pour un supplément social dans la politique économique européenne à la veille de l'arrivée de l'euro. L'Europe serait-elle devenue de gauche? L'Europe n'est ni de droite ni de gauche. En réalité, et elle veut être une synthèse des intérêts nationaux, qui sont effectivement, comme vient de le souligner le Premier ministre, ce qui est à la base de notre travail. Et d'autre part, l'Europe doit exprimer une réponse moderne aux problèmes des nations. Le Premier ministre tient à apporter une nuance. De même qu'un changement de majorité ou de gouvernement dans un pays entraîne forcément des évolutions, de même des changements successifs qui s'opèrent en Europe entraînent forcément des évolutions. Et dans ce climat détendu, les 15 ont évoqué la possibilité d'une baisse des taux, mais ce n'est plus de leur capacité. La balle est cette fois dans le camp des banques européennes. Et puis Jacques Chirac, revenant sur la politique nucléaire allemande, a estimé que la volonté du nouveau gouvernement de sortir du nucléaire pourrait porter atteinte aux intérêts français. La nouvelle politique nucléaire de l'Allemagne nous amène à nous interroger sur les différentes sources d'énergie que nous utilisons en France. Avec cette question, y a-t-il une alternative au tout nucléaire? Si l'on en croit le nouveau président d'EDF, il y aura de nouvelles orientations dans les 10 années à venir. Voyons avec José Blanc-Lapierre et Bernard Ronflet le chemin parcouru depuis ces années 60 où l'on parlait du nucléaire au journal télévisé. Voici comment. L'opinion commune, c'est que l'énergie atomique doit devenir compétitive d'ici une dizaine d'années. Ce qui est éminemment réconfortant. L'énergie nucléaire, la fierté de la France déjà dans les années 60. 10 ans après, avec le choc pétrolier et la peur de manquer d'énergie, l'atome est présenté comme l'unique solution et pour longtemps. 200 réacteurs sont prévus pour l'an 2000, 5 à 6 centrales sont construites chaque année. Les déchets radioactifs qui posent déjà problème sont jetés à la mer. Quant à l'opinion publique, le mot d'ordre est de rassurer. Le risque de mourir d'irradiation est 5 fois inférieur à celui de mourir foudroyé par la foudre. À l'époque, cette spécialiste du nucléaire, chercheur au CNRS, fait partie de ceux qui critiquent le choix du tout nucléaire, effectué sans consultation, dit-elle. Le contact
avec les ingénieurs, avec les responsables du nucléaire. Dans un premier temps, ils ont un petit peu accepté de nous parler parce qu'on était quand même des chercheurs. Et puis après, ils nous ont traînés un peu dans la boue parce qu'ils disaient « vous ne connaissez rien au sujet, donc vous ne pouvez pas intervenir sur le sujet ». Fessenheim 77, Civaux 97. Le programme nucléaire français s'arrête plus vite que prévu. Finalement, 56 réacteurs seront suffisants pour alimenter nos besoins. Ce parc nucléaire, unique au monde, qui produit 90% de notre énergie, vieillit. Dans 10 ans, il va falloir commencer à le remplacer. Or, démanteler un réacteur, comme ici en Allemagne, coûte 5 fois plus cher que la construction initiale. Sans compter les déchets, toujours sans solution. Alors pour certains, le nucléaire n'a plus que des inconvénients. On va commencer à sortir progressivement du nucléaire. En tous les cas, financièrement, économiquement, industriellement, nous y serons dans l'obligation. Nous avons le temps pour voir comment, avec le gaz, pourquoi pas le charbon, maintenant on fait des centrales au charbon qui sont beaucoup plus propres et qui dégagent une pollution extrêmement mineure, et puis évidemment avec l'ensemble des énergies renouvelables. Je pense à l'éolien, bien évidemment. L'avenir du nucléaire est menacé, c'est la première fois. Son concurrent le plus sérieux, le gaz. Bien parti pour rattraper son retard sur l'atome grâce à des turbines de plus en plus performantes et surtout moins chères. D'après le Conseil mondial de l'énergie, le gaz aurait toutes les qualités, la souplesse et même l'abondance. Nous aurions 70 ans de réserve devant nous. Je pense que l'ère des tout quelque chose, tout charbon, tout fuel, et puis bien sûr tout nucléaire, je pense que cette ère est un peu révolue et que tous les pays auront le souci d'avoir une certaine diversification de leur mode de production d'électricité. Autrement dit, l'avenir serait dans la multi-énergie, avec à la fois du gaz, de l'éolien, du solaire, un peu de nucléaire et beaucoup d'économies d'énergie. La France, qui avait tout misé sur l'atome, s'apprête à changer de cap. Jean-Pierre Chevènement, avant de partir en convalescence demain à Belle-Île, Jean-Pierre Chevènement s'est rendu au ministère de l'Intérieur en début d'après-midi, une visite informelle pour remercier ses collaborateurs d'avoir assuré la continuité de l'État pendant son hospitalisation. La tempête qui souffle depuis hier en Grande-Bretagne n'a épargné aucune région, provoquant d'importants dégâts, des inondations les plus graves depuis 20 ans, notamment au Pays de Galles. Le mauvais temps n'a pas épargné non plus les côtes françaises. Olivier Caroff. Des rafales de vent frôlant les 130 km/h et une pluie tombée sans relâche pendant 2 jours, le Pays de Galles et le sud-ouest de l'Angleterre n'avaient pas connu de telles inondations depuis 20 ans. L'un après l'autre, les nombreux cours d'eau ont débordé, obligeant un millier d'habitants de la région à quitter leur maison. La violence des flots a provoqué la mort de 11 personnes, des promeneurs imprudents ou des automobilistes incapables d'éviter tout obstacle. À chaque accident, le même récit d'un déluge brutal et imprévisible. L'eau est arrivée par le côté d'un seul coup. Elle a rendu ma voiture incontrôlable et l'a projetée hors de la route. Je me suis retrouvée avec de l'eau jusqu'à la taille. Pour les propriétaires de ce pub, c'est maintenant l'heure du bilan. Et comme ils ne sont pas les seuls, loin s'en faut, à devoir réparer au plus vite, les assureurs britanniques ont déjà sorti leurs calculettes. La colère des cieux a fait au bas mot pour 3,5 milliards de francs de dégâts en un week-end. Cet après-midi sur l'autoroute A6, carambolage en série. Dans le sens province-Paris, une cinquantaine de voitures se sont percutées. Dans l'autre sens, une vingtaine sont entrées en collision. Un blessé grave, 17 blessés légers. Le mauvais temps pourrait être à l'origine de l'accident. Et puis, en Afrique du Sud, la foudre lors d'un match de football a touché 6 joueurs, comme on le voit sur ces images. Fort heureusement, ils ont survécu, mais sont actuellement soignés pour choc et arythmie cardiaque. L'événement scientifique de cette semaine à venir, le départ dans l'espace de John Glenn, à 77 ans, le plus vieil astronaute du monde, devrait partir à bord de la navette Discovery jeudi prochain. Une opération scientifique, mais surtout très médiatique. C'est du moins ce qu'affirment aux États-Unis les détracteurs de cette mission. Patrice Pellet et Claude Sicard. Il n'y a pas photo. Ce vol-là est bien le plus médiatique depuis 20 ans, car parmi les 7 membres d'équipage s'est glissé un invité hors norme, John Glenn, 77 ans.
La présence du vénérable astronaute fait la différence avec d'autres missions tombées dans les oubliettes de l'histoire. Car avec Glenn, comme au bon vieux temps de la conquête spatiale, c'est le succès garanti. Pendant 9 jours, les yeux du monde entier vont scruter Glenn en apesanteur. Glenn, l'astronaute le plus rusé de la NASA. On dit que vous êtes un sacré malin, que si vous n'étiez pas Glenn, pas sénateur, la NASA vous aurait laissé tomber. Que répondez-vous? Que nous sommes tous de vieux renards. Des voix s'élèvent pour dire que sa présence à bord ne va servir à rien. De son côté, la NASA se défend de vouloir faire un joli coup de pub. D'ailleurs, Glenn a bien un réel travail à faire. Mon objectif est de découvrir ce qui fait fonctionner ou arrête le corps. On va s'intéresser au système immunitaire, à la façon dont se déforment les muscles, aux phénomènes liés à l'ostéoporose. Et comme ça, j'espère que la NASA pourra étudier convenablement le phénomène de vieillissement. Imperturbable, contre vents et marées, Glenn poursuit son entraînement, bien décidé à voler pour la 2e fois. Opiniâtre et frondeur, il sait que sa quête de l'espace est soutenue par l'opinion publique et la majorité des astronautes. Objectivement, il a vraiment une quantité d'expérience à faire. Et franchement, qui d'autre que lui est le mieux placé? Pour l'image qu'il représente du premier Américain dans l'espace, le peuple est entièrement derrière lui pour le revoir vivre cette aventure de l'exploration version l'an 2000 du vol spatial. Marque de faveur exceptionnelle, Bill Clinton s'est même déplacé pour voir le héros national. Leur point commun, ils comptent bien aller tous les deux jusqu'au bout de leur mission. En Algérie, depuis 9 jours maintenant, la plupart des grands quotidiens indépendants ont cessé leur parution. Une grève illimitée pour protester contre les pressions du gouvernement. Thierry Tullier et Christian Autain se sont rendus à la Maison de la Presse, cette ancienne caserne, véritable bunker qui abrite les journalistes. Les apparences sont parfois trompeuses. Devant ce kiosque de la place des Martyrs à Alger, c'est comme s'il n'y avait pas de crise. Des journaux, il y en a, mais à y regarder de plus près, on n'y trouve presque aucun exemplaire de la presse indépendante, aux grandes dames des lecteurs. Comme ils sont en grève, donc on va patienter. Ça touche la liberté de la presse, bien sûr, puisque la presse ne peut rien dire. Ou du moins, quand elle dit quelque chose, on essaie de trouver un subterfuge. Un subterfuge qui a conduit 7 quotidiens à la grève. À l'origine du conflit, la décision de l'État de suspendre 2 journaux pour dettes impayées. Un simple prétexte pour Omar Bellouchette, directeur du quotidien El Watan. Ces dernières semaines, la presse gênait en révélant des affaires compromettantes pour le pouvoir. Il fallait la faire taire. Les mots d'Omar Bellouchette sont sans équivoque. Ils expriment son ras-le-bol. C'est trop, alors que le gouvernement passe son temps à donner des garanties à la communauté internationale quant au respect de la liberté de la presse. Il passe son temps également à berner l'opinion publique algérienne, disant que la presse est libre, la presse travaille sans entrave, sans contrainte, etc. Il apparaît aujourd'hui très clairement que tout ça, c'est du cinéma. Des pétitions d'un peu partout. Omar Bellouchette reçoit des centaines de lettres de soutien, mais il ne cache pas son inquiétude. La crise devrait durer, elle arrange tous ceux qui veulent étouffer les affaires. La presse n'est pas le seul secteur en ébullition aujourd'hui. L'université, par exemple, est de nouveau touchée par la grève des professeurs et des étudiants. Le pouvoir, à quelques mois de l'élection présidentielle anticipée, sait qu'il va devoir compter avec un climat social dégradé. La crise au Kosovo à 2 jours de l'ultimatum. Les hauts responsables de l'OTAN ont rencontré ce week-end le président Milosevic à Belgrade. En question toujours le retrait des forces de sécurité serbes. Nos envoyés spéciaux, Patrice Romden et Jean-François Renou, sont retournés dans la vallée de l'Adrenica sur les lieux mêmes du massacre d'Obrija qui a causé la mort le 26 septembre dernier de 21 personnes dans cette petite zone actuellement contrôlée par l'UÇK. Le cratère d'une mine. Un médecin de la Croix-Rouge a payé de sa vie sa méconnaissance du terrain. Voilà pourquoi la sagesse commande de s'en remettre au service de l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo, pour parcourir l'endroit. Ces soldats en connaissent les pièges. 1 heure de marche et au creux d'un vallon, des sépultures. Celles des victimes du massacre d'Obrija, dont les villageois donnent leur version. Il y a eu un accrochage entre les Serbes et l'UÇK. L'UÇK s'est retiré en catastrophe. Les Serbes sont arrivés, il y avait parmi eux des policiers et des soldats.
Posté sur cette colline, un homme observe la progression des Serbes qui convergent vers ce bosquet où se sont réfugiés sa famille et ses amis. Il y avait des blindés, des jeeps, des tanks. Il y avait de tout. Je dirais quelque chose comme 150 véhicules. 150, c'est-à-dire plus de véhicules serbes qu'il n'y avait de soldats de l'UÇK dans le coin. Les chars avançaient et sur les côtés, à une vingtaine de mètres, il y avait des hommes à pied qui progressaient eux aussi. C'était le 26 septembre dernier, un samedi après-midi. Il attendra le lundi matin pour se risquer en contrebas. Sous cet abri, 21 Albanais, poignardés, égorgés. Parmi eux, 9 membres de sa famille. Le plus âgé avait 90 ans, le plus jeune 18 mois. Si les auteurs des massacres commis ici même sont un jour identifiés, ils devront s'expliquer devant le tribunal international de La Haye. Mais on a vu dans le cas de la Bosnie qu'il est long, très long, le chemin qui mène les criminels devant la justice. Chaque année, 25 000 chiens tatoués disparaissent en France. Dans les Alpes de Haute-Provence, ces chiens volés sont des chiens de chasse, un véritable trafic qui a pris de l'ampleur ces derniers temps avec la prolifération des sangliers. Yasmina Farber, Diane Richard. Dans les Alpes de Haute-Provence, c'est la saison de la chasse. Le principal sujet de conversation des habitants avec une nouvelle préoccupation, le vol de leurs chiens. Il a disparu à même 2 kilomètres d'ici, là, sur la route. C'est une voiture qui s'est arrêtée, qui l'a chargé, au revoir et merci. Voilà. Vous avez vu quelque chose? Ah non, malheureusement, si j'avais vu quelque chose, madame, je ne saurais pas. Moi, j'ai l'habitude de faire ma police moi-même. Rita, viens ici, viens! Des chiens de chasse traqués par des trafiquants, les affaires sont alimentées par une nouvelle race de chasseurs, surnommés les viandards. Ils chassent pour l'argent, pour amener des sangliers à la tonne. Les bonnes recrues sont bien payées, on les trouve évidemment les soirs de battue. Ce serait un dimanche soir, à la tombée de la nuit, si sur la route on voit 1 ou 2 chiens, ben, en les chargeant dans l'aval, c'est tout de suite 10, 15, 20 000 francs. Quoi. Ce bigle et ce basset ont pu échapper aux trafiquants. Ils divaguaient à l'entrée de Digne. Preuve qu'ils étaient entre les mains de voleurs, les tatouages arrachés, probablement brûlés à l'azote liquide. Les chiens sont en fait blanchis avant d'être retatoués. Depuis le vol de sa chienne, Jacques Brun tente de démonter les mécanismes d'un trafic servi par certains tatoueurs. Vous avez à peu près 70% des interventions de tatouage qui sont prodiguées par des privés, des particuliers, qui sont tatoueurs agréés auprès de la Société Centrale Canine et qui fermeront les yeux sur une oreille qui présentera des symptômes de cicatrices, enfin un truc anormal qu'un vétérinaire ne ferait pas. Des Alpes de Haute-Provence au Var, en passant par le Vaucluse, les chiens circulent, attendent leurs acheteurs dans des dépôts clandestins, comme dans cette forêt. Des chiens hagards, terrorisés par la moindre présence humaine. Là aussi, les tatouages sont effacés. Notre voyage nous mène encore dans la forêt, un parc à sangliers où les chiens sont testés. S'ils ne font pas l'affaire, ils seront vendus au kilo à des laboratoires. À Digne, malgré les plaintes, les enquêtes de gendarmerie piétinent, difficile de prouver le vol sans flagrant délit. Les gendarmes arrivent chez un trafiquant de postes télévision. Il a 30 postes télé. On lui demande la provenance des postes télé. Lorsque la gendarmerie investit un chenil d'un trafiquant, il y a 150 chiens, on ne demande pas la provenance des animaux. Alors il faut choisir, peut-être aujourd'hui, je laisse la solution aux gens. Qu'est-ce qui est plus important, un poste télé ou un chien? C'est tout. Les associations comme l'ANTAC ont pu sauver quelques chiens. La SPA dénonce également ces trafics et préconise aux propriétaires d'être vigilants. Dans les Alpes de Haute-Provence, les plaintes n'ont pas abouti. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence vient de classer une affaire sans suite. Toujours dans les Alpes de Haute-Provence se déroule actuellement un congrès européen de mycologie. Plus d'une centaine de scientifiques mettent en garde contre les effets de la pollution sur les champignons. Olivier Théron, Bernard Perrano. Avant, il y avait les bons et les mauvais champignons. Le grand plaisir du ramasseur, c'était de posséder ce savoir, cette connaissance de la forêt. Eux, c'est en laboratoire qu'ils étudient lactaires et autres bolets. Et les 130 scientifiques mycologues européens sont unanimes. Les champignons sont les éboueurs de la terre, des condensés de pollution. Vous avez des risques de pollution compte tenu de l'activité humaine.
que ce soit les métaux lourds, les pesticides, la radioactivité, etc. On peut avoir des causes de pollution diverses et les champignons par leur biologie sont de forts accumulateurs qui nous proposent donc un aliment fortement pollué. Pour les mycologues, il n'y a plus de champignons comestibles, d'autant que certaines études en laboratoire ont démontré la présence de toxines cancérigènes dans de nombreux champignons, y compris le champignon de Paris. Alors, il y a des précautions à prendre. Nous préférons prévenir les gens qu'ils font courir un risque à leur famille, en particulier aux enfants, en particulier aux femmes enceintes, en particulier aux personnes malades. Jamais de champignons aux enfants de moins de 6 ans pour des raisons de constitution hépatique, jamais aux femmes enceintes pour des raisons de facteurs mutagènes de champignons. Mais difficile en France de changer les habitudes sur ce plaisir d'automne, d'autant que le champignon est aussi une production industrielle. Alors ce que réclament les scientifiques, c'est au moins une meilleure information sur la toxicité des champignons. Salon international des professionnels de l'optique jusqu'à demain à Paris, un marché très porteur pour les Français qui sont leaders mondiaux avec les Italiens pour la fabrication des lunettes. 17 milliards de chiffre d'affaires et des industriels qui ont su s'adapter au fil du temps. Marie-Pierre Samitier et Claude Barnier. Adieu les lunettes prothèses, aujourd'hui les lunettes se montrent. Accessoires de mode, accessoirement très utiles à certains moments difficiles. Les lunettes vous posent un homme et vous l'imposent. Maintenant, en fait, on essaye de vendre du rêve. On vend le produit, mais on vend tout ce qu'il y a autour. Autour de ces lunettes bientôt en vente, dessinées par des Suédois, il y a le packaging, l'étui et une image qui va plaire aux consommateurs, car ce sont des produits très très sobres, très très purs, dans l'esprit scandinave, avec tout ce que cela comporte. On pense entre autres au mobilier scandinave, avec des couleurs très très claires, des formes très très sobres. Et pour lancer cette griffe, depuis 2 ans, on a investi 2 millions de francs. L'entreprise se diversifie de plus en plus. 80 nouveaux produits cette année, 3 fois plus qu'il y a 2 ans. Au total, 1,5 million de paires fabriquées l'an dernier et de plus en plus de gammes et de couleurs. Pour mieux cerner la demande du consommateur, on a recruté en 3 ans 25 personnes au marketing dans cette entreprise concurrente. Et il faut désormais faire appel à des bureaux de style pour anticiper le marché. Nous travaillons avec une agence qui nous décrypte les tendances très pointues du marché et qui nous formalise des images sur lesquelles on va travailler. Travailler au plus près de la tendance. Ce printemps sera pastel, bois et galucha pour créer une image précise. Une image de femme plutôt impertinente, de femme qui veut agacer un petit peu entre parenthèses par le look qu'elle donne. Mais tout ça de façon raffinée, bien sûr. Les rames des métros des années 30 reprennent du service pour le plus grand plaisir des nostalgiques ou des curieux. Depuis hier soir et jusqu'à l'aube, promenade sur les diverses lignes du réseau parisien. Le métro aérien. Cinéma avec la sortie cette semaine sur les écrans de L'éternité un jour, Palme d'or au Festival de Cannes. Un film magistral, méditation lyrique sur la mort, l'amour et la solitude à travers l'histoire d'un jeune garçon et d'un écrivain au seuil de sa vie. Stéphane Auman. La joie démonstrative du clown Benigni a enchanté le dernier festival de Cannes. Mais la Palme d'or, c'est bien Théo Angelopoulos qui l'a reçu. Son bonheur immense était plus intérieur. Et je vous remercie tous. L'éternité et un jour est à l'image de son réalisateur, grave et sensible. Je dormais encore quand je me suis réveillée. Entre rêve et réalité, souvenir et présent, l'histoire d'un écrivain à la recherche du temps perdu. Alexandre, malade, vit sa dernière journée. Ce film testament, lumineux, pose une simple question. Qu'est-ce qu'on fait si on a seulement un jour à vivre? Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est un film sur la vie et pas sur la mort. L'écrivain célèbre, interprété par Bruno Ganz, croyait tout savoir. Mais c'est un gosse des rues qui lui apprendra l'essentiel. Le petit clandestin et l'exil, le vieil homme et la mort, 2 personnages en fuite face à l'inconnu.
Si vous, il vous restait un jour à vivre, qu'est-ce que vous feriez ce jour-là? Je ne sais pas, peut-être un film. Avec celui-ci, 11e film en 28 ans, le réalisateur grec est au sommet de son art. Dans ce poème bouleversant, il y a du Bergman et du Visconti. Avant de partir, Alexandre l'écrivain se souvient de ceux qu'il a oublié d'aimer. Cela valait bien une palme et un peu d'éternité. Le talent et le savoir-faire des Français à Hollywood qui se taillent actuellement la part du lion dans les studios d'animation. Reportage dans les tout nouveaux studios de DreamWorks. Nicole Cornu-Langlois a rencontré ces artistes français qui travaillent sur le premier grand film d'animation, Le Prince d'Égypte, qui sortira en janvier prochain. À Glendale, quartier industriel de Los Angeles, au pied d'une colline, se trouvent les 5 bâtiments des studios DreamWorks. Une quarantaine de Français y tiennent des postes clés dans l'animation. Formés pour la plupart à l'école des Gobelins, ils ont travaillé dans les studios de Steven Spielberg à Londres et sont venus ici à la création des studios en 1994. Ils ont fabriqué le film Le Prince d'Égypte. Ils ont recréé à leur manière les personnages de la Bible. Christophe Serrand a dessiné le personnage de Moïse. J'ai regardé un peu sur les photos d'acteurs, j'ai pris la version du jeune Paul Newman par exemple et du vieux, ou du jeune un tel et du vieux, pour voir un peu ce qu'il avait changé, pour voir quelle ligne on peut rajouter. C'est Val Kilmer qui prête sa voix à Moïse. Quand j'anime, j'ai la voix, j'ai une cassette et puis j'écoute la voix. Hein. Ouais. Et c'est ça qui décide en partie de l'acting du personnage. Selon les intonations, le personnage, je sais quel geste il a à faire, un peu comme un acteur en vue réelle. Luc s'occupe du développement visuel. Il recherche les couleurs dominantes du film. On a regardé beaucoup les impressionnistes, certains peintres américains. On s'inspire de tout ce qu'on peut trouver. On essaye de prendre le meilleur et puis de réinjecter ça dans notre propre travail. Ça a affaire au tout début du film, au moment où la mère de Moïse le met à l'eau là dans son panier. Optimiste et omniprésente, Jeffrey Katzenberg, le président, aime venir plaisanter avec les Français. Et pourquoi apprécie-t-il tant leur professionnalisme? Automatiquement, ils sont acteurs. Ils se mettent eux-mêmes avec leur caractère dans les personnages, dans leur mentalité, dans leur histoire. Ils croient passionnément en ce qu'ils dessinent. Je peux vous dire combien j'ai été impressionné par leur qualité et leur niveau artistique. À tel point qu'il accepte de l'un d'eux, Patrick Maté, ce que probablement il ne tolérerait pas d'un Américain, une caricature en bonne place des 3 hommes prestigieux, Katzenberg, Spielberg, Joffrey, qui règnent sur cet empire prêt pour tous les défis du film d'animation. Le Salon des indépendants a ouvert ses portes depuis hier autour d'un thème assez inhabituel, le sport dans l'art. Et vous allez voir à travers ce reportage de Georges Bégou et Pascal Pueyo que de très nombreuses disciplines sportives ont inspiré les artistes de tout temps. Le plus que centenaire Salon des indépendants s'intéresse au sport cette année. Et c'est un cru plutôt bon. Certes, on ne trouve pas ici comme autrefois des révolutionnaires de l'art, mais souvent des artistes qui connaissent leur métier et ne se soucient pas des modes. Le sport et l'art ne sont pas antinomiques, et cela depuis l'Antiquité. Et lorsque j'ai proposé cette idée à nos sociétaires, je me suis aperçu qu'il y avait un enthousiasme extraordinaire pour le sport. C'est la 3e mi-temps que nous célébrons aux indépendants, celle du sport. Que connaîtrait-on aujourd'hui de la pratique du sport si les peintres, les sculpteurs de tous les continents ne nous avaient laissé leur témoignage? Constatant cela, Jean Monneret a décidé de publier le tout premier ouvrage consacré à ce thème. La course à pied fut sans doute le premier sport de l'homme quand les taureaux de Lascaux lui couraient après. Plus tard, la course devint plus élégante. Ces jeunes gens emplumés sont des marathoniens républicains de 1791. Il y a toujours quelque chose d'un peu guerrier dans le sport comme dans la vie. La lutte a ses adeptes en Égypte, elle fait fureur en Grèce. À l'autre bout de la terre, il faut peser lourd pour devenir une sorte de demi-dieu que le peintre Hokusai dessine voluptueusement.
Ne quittons pas le Japon. Voici une bande dessinée sportive du XIe siècle. On voit sur 3 mètres de long des lapins et des grenouilles qui imitent les hommes. Cette séance de tir à l'arc est arbitrée par le renard. La natation s'impose dès l'origine de l'homme comme un sport vital. Ce n'est qu'avec Esther Williams et notre Muriel Hermine nationale qu'elle prendra la forme gracieuse du ballet nautique. À présent, en guise de conclusion, sommes-nous à Saint-Tropez ou à La Baule? Cette mosaïque est sicilienne et date du IVe siècle. Celui qui prétendit inventer le bikini à notre époque est un imposteur. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. De retour en Israël, Benjamin Netanyahou face à l'opposition des colons et de l'aile droite de sa coalition. L'heure est aux explications après l'accord signé vendredi à Washington. L'événement scientifique de la semaine à venir, le départ dans l'espace de John Glenn à 77 ans, une mission hautement médiatique qui suscite aux États-Unis une certaine controverse. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet, 20h50 urgence. Demain à 7h50, Jean-Michel Carpentier recevra dans les 4 vérités Robert Hue. Demain à 20h, Claude Sérillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.